Bonsoir et cette séance d'information sur la maîtrise universitaire en psychologie. On va avoir un programme assez chargé et complet, affiché dans cette deuxième slide, et que je vais co-animer, co-présenter avec mes collègues Olivier Desrichard, Tobias Broch, Nicolas Favet, Maud Schneider, ainsi qu'avec la conseillère aux études Pascal Page, qui sera également présente pour répondre à vos questions. Donc on va commencer par la structure générale de la maîtrise que je vais présenter et ensuite on va présenter chacun des plans d'études de la maîtrise pour enfin parler de comment ces plans d'études permettent les accès au MAS, au Masters of Advanced Studies en psychologie, psychologie clinique et neuropsychologie notamment, mais aussi psychologie de la santé et les perspectives professionnelles. Donc, je l'ai déjà annoncé l'année passée et dans d'autres séances, à la rentrée académique 2021-2022, il va y avoir un changement du règlement d'études de la maîtrise, avec un changement aussi dans l'organisation des plans d'études. On a déjà maintenant 5 plans d'études, mais vous voyez que les nouveaux 5 plans d'études vont être un petit peu différents. Déjà, les intitulés sont différents. Donc, on va voir un plan d'études de recherche approfondie en psychologie, un plan d'études de psychologie de la santé, un plan d'études de psychologie du développement durable, un plan d'études de psychologie appliquée et un plan d'études en psychologie clinique intégrative. Pour chacun de ces plans d'études, va falloir faire 120 crédits, a priori sur 2 années. Dans cette slide, vous avez en bleu clair les 5 plans d'études que je viens de mentionner. Et ce qu'elle vous désigne, ce qu'elle vous montre cette slide, c'est que pour chacun de ces plans d'études, il va falloir combiner 2 orientations. L'une, c'est l'orientation qui donne le nom au plan d'études, sauf pour recherche approfondie, je vais y revenir, mais donc psychologie clinique, psychologie de la santé, psychologie du développement durable, psychologie appliquée, et l'autre orientation qu'il va falloir combiner pour avoir les 120 crédits est une des orientations qu'on appelle les orientations fondamentales et qui sont celles qui sont affichées dans ce rectangle bleu foncé au centre de la diapositive et qui sont l'orientation affective, cognitive, développementale et sociale. Donc pour les 4 plans d'études que je viens d'énoncer, on peut choisir une orientation parmi les 4 orientations fondamentales pour l'associer à celle qui donne le nom au plan d'études. Et pour le plan d'études recherche approfondie en psychologie, on va associer, combiner 2 orientations fondamentales. Donc ça, c'est un des points forts de la maîtrise en psychologie de l'Université de Genève. Quel que soit le plan d'études que vous allez choisir, vous allez avoir la richesse de pouvoir combiner 2 orientations. En plus de la combinaison de 2 orientations, ce qui est aussi commun à tous les plans d'études de la maîtrise en psychologie, c'est l'enseignement transversal en méthodologie et analyse de données, donc MAD on l'appelle. Donc quel que soit le plan d'études, il va y avoir un minimum d'enseignement en méthodologie et analyse de données qui a comme objectif de comprendre, plutôt d'approfondir la démarche scientifique pour tester des hypothèses en psychologie, de savoir planifier une étude scientifique pour récolter des données qui vont être confrontées aux hypothèses. Tous les plans d'études ont une recherche empirique qui va aboutir en mémoire, et donc ces enseignements transversaux vont donner la base pour ces recherches aussi. Et enfin, de savoir obtenir, comprendre et communiquer des résultats scientifiques pour instruire la communauté scientifique, mais aussi la communauté tout court. Avant de donner la parole aux collègues qui vont vous présenter de manière détaillée les plans d'études dont ils sont responsables, je voudrais vous présenter rapidement le plan d'études recherche approfondie en psychologie. Donc je rappelle, pour ce plan d'études, il faut combiner 2 orientations fondamentales, celles qui sont dans le rectangle bleu. Et la particularité de ce plan d'études de recherche approfondie est que vous pouvez choisir soit de faire un grand mémoire, donc un mémoire à 45 crédits, soit de faire un mémoire comme dans toutes les autres
tous les autres plans d'études en mémoire à 30 crédits et un stage de recherche à 15 crédits. Et donc, en plus de la combinaison des deux euh, orientations que j'ai déjà évoquées, il y a aussi 6 crédits d'enseignement option et 6 crédits libres, donc 12 crédits à choisir dans les autres orientations ou même ailleurs. Et le responsable de ce plan d'études à partir de septembre 2021 sera Paolo Ghisletta. Quels sont les débouchés professionnels vers lesquels s'orientent les personnes qui font le plan d'études à recherche approfondie en psychologie? Essentiellement des métiers autour de la recherche en psychologie, mais aussi au-delà. Donc, soit dans le monde académique, soit la recherche appliquée, qui peuvent être, par exemple, à l'hôpital, donc au HUG, des recherches en médecine, d'autres mandats de recherche au HUG, et des recherches dans des entreprises comme Firmenich ou Airbus, etc. Mais avec la souplesse que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est celle de pouvoir choisir 12 crédits entre les options et les crédits libres ailleurs, vous pouvez très bien choisir 12 crédits dans l'orientation psychologie clinique, ce qui vous permet d'avoir les prérequis pour vous orienter dans les formations postgrad en psychologie clinique. Et je vais maintenant céder la parole aux collègues qui vont vous présenter les autres plans d'études. On va commencer par la psychologie de la santé qui va vous être présentée par Olivier Desrichard. Merci. Donc, l'objectif du plan d'études psychologie de la santé, c'est de former une formation professionnalisante dans le domaine de la psychologie de la santé, donc qui est une division à part entière de la psychologie. Euh, dont le but, c'est d'appliquer les connaissances psychologiques pour intervenir dans le domaine de la santé. Alors, avec deux grandes jambes en psychologie de la santé. La première jambe, c'est avant le développement de la maladie. Donc, ça va être tout ce qui va se passer pour éviter que la maladie se développe. Donc, ce qu'on appelle généralement la prévention, mais qui inclut surtout la promotion de la santé, la prévention aussi, mais la prévention des risques et des maladies. Donc, à ce stade-là, il s'agit d'appliquer le savoir psychologique pour développer des interventions efficaces, notamment sur les comportements de santé, par exemple l'adoption des gestes de barrière, afin de promouvoir ou d'éviter l'apparition du Covid-19, par exemple, pour le cas que l'on vit aujourd'hui. C'est aussi renforcer le capital santé des personnes dans les domaines de la santé somatique, cognitive et mentale. Il ne faut pas oublier que la santé, c'est une des premières sources d'inégalité aujourd'hui. On dit souvent que les sociétés favorisent plutôt les hommes blancs quarantenaires. Il faudrait rajouter et en bonne santé, parce que c'est avant tout le premier critère qui va distinguer aussi une personne qui va avoir plus de facilité dans l'existence ou moins de facilité dans l'existence. Donc la santé, c'est un capital, c'est une ressource. Donc il faut aussi avoir, avoir ça en tête et puis aussi pouvoir promouvoir cette ressource. Donc, c'est toute cette activité avant le développement de la maladie qu'on appelle donc la promotion de la santé, quoi. Mais aussi, la deuxième jambe de la psychologie de la santé, c'est pendant et après la maladie. Donc, lorsqu'une maladie se déclenche, il y a évidemment la maladie elle-même et ses symptômes, mais il y a aussi tout ce qui va être déclenché par la maladie, ce qu'on appelle la crise de la maladie. Donc, ça peut être les conséquences pour la personne en termes de souffrance psychique, de dépression, etc. Mais ça peut être aussi pour l'entourage de la personne, la gestion de cette maladie. Ça peut être pour le personnel de soins le fait d'avoir à gérer une crise, ou alors simplement d'avoir à accompagner une personne qui est en train de décéder ou qui est atteinte d'une maladie grave, de lui annoncer le diagnostic, etc., etc. Et puis après la maladie, évidemment, c'est aussi l'accompagnement vers soit la résilience si la personne guérit, soit l'entrée dans une maladie chronique et la gestion de cette maladie. Donc les deux jambes de la psychologie de la santé, c'est clairement ça, une jambe plutôt avant qui va se focaliser plutôt sur les comportements de santé pour éviter l'apparition de la maladie. Et la deuxième jambe, c'est pendant et après la maladie pour gérer plutôt les aspects qu'on va appeler les aspects cliniques en fait de la maladie. Marina. Donc la formation en termes de compétences clés vous fournit des compétences professionnelles en méthodologie de l'intervention, donc comment vous abordez une problématique de terrain dans le domaine de la santé, et comment on développe une intervention, et aussi une connaissance des pratiques actuelles, hein. Donc c'est important de savoir aussi ce qui se fait, quelles sont les priorités, quels sont les programmes, aujourd'hui les thèmes prioritaires dans le domaine de la santé.
Vous avez une deuxième série de compétences sur la connaissance des méthodes de changement. Donc, la psychologie de la santé, c'est beaucoup de l'accompagnement au changement. Donc, il faut bien connaître toutes les méthodes qui existent pour provoquer, accompagner ce changement et aussi pour évaluer l'efficacité d'une intervention. C'est une compétence qui est extrêmement précieuse dans le domaine de la santé, une compétence que les psychologues ont, j'ai presque envie de dire, de façon un peu plus élaborée que d'autres corps de métiers qui interviennent dans le domaine de la santé, parce qu'on a cette culture recherche aussi dans notre formation qui aide beaucoup à aborder une problématique d'évaluation d'une intervention, notamment avec des indicateurs aussi comportementaux. Vous avez une troisième compétence qui va plutôt vous amener à développer et approfondir vos connaissances théoriques, donc notamment celles qui sont des outils qu'on va ensuite utiliser et appliquer dans les problématiques de santé qui sont rencontrées. Et ça se fait aussi en complément avec l'orientation fondamentale que vous allez choisir. Il n'y a pas une orientation fondamentale qui est particulièrement adaptée à la psychologie de la santé, ça peut être la sociale, la cognitive, la développementale ou l'affective. Tout dépend surtout après dans quel domaine de la santé vous voulez travailler, gérontologie, enfants, ados, adultes, etc. Prévention ou plutôt clinique. Marina, je vous ai parlé de deux jambes de la psychologie de la santé. Alors, on a réussi à faire un programme qui allie justement le côté clinique et le côté prévention, ce qui est assez rare hein, dans les formations en psychologie de la santé niveau master, qui ont plutôt tendance à se focaliser sur l'un ou l'autre. Vous pouvez les regarder un petit peu dans les formations qui existent en Suisse. Ou dans les pays limitrophes pour l'étranger, en fait, c'est souvent soit plutôt orienté promotion, soit plutôt orienté clinique. Nous, avec la richesse des enseignements qu'on a dans le master, ben, on a réussi à faire un programme qui vous permet d'aborder déjà ces deux jambes de la psychologie de la santé. Donc, ce qui est vraiment quelque chose vraiment pour nous un plus de cette formation. Euh, Donc, vous aurez donc un groupe d'enseignement qui sera plutôt orienté psychologie clinique de la santé. Je ne vais pas tous les lister ici, ceux qui ne sont pas tous mis. Puis pareil, vous aurez un deuxième groupe d'enseignement plutôt orienté stratégie de promotion, prévention de la santé. C'est pareil, ils ne sont pas tous présents. Vous aurez un groupe d'enseignement méthodologique, donc, qui est la partie très professionnalisante de la formation, notamment avec les TP sur les interventions en psychologie de la santé, l'entretien motivationnel, donc, qui est un des outils d'intervention individuelle hein, en psychologie de la santé, qui a la particularité de se faire ce cours-là sur patients simulés. Donc, c'est une formation qui se fait avec des patients qui jouent un rôle, donc vous êtes directement entraîné à interagir avec des patients. Les techniques de changement de comportement et l'évaluation des interventions, c'est aussi des cours très pratiques, hein, très méthodologiques. Et vous avez un stage de 15 CTS qui est offert en psychologie de la santé. Ensuite, vous avez le module à choix. Donc, vous avez, j'ai évoqué les 24 CTS dans l'orientation fondamentale, donc qui sont très complémentaires de la formation, qu'il faudra choisir avec soin. Les 9 OCTS de bilan de méthodologie, 37 thèses de mémoire, vous faites un mémoire, mais dans l'orientation fondamentale, et puis 6 OCTS de crédit libre. Voilà, merci. Donc, les perspectives professionnelles, donc avec une maîtrise en psychologie, vous êtes psychologue au sens de la LPSI, non spécialiste, hein, généraliste. Vous pouvez avoir un droit de pratique dépendant, donc vous pouvez être psychologue, exercer comme ça, mais le domaine de la psychologie de la santé est plus large finalement que la fonction pure de psychologue, puisque vous pouvez aussi être embauché comme chargé de programme, comme chargé de conception, évaluation de programmes de santé publique, comme spécialiste du comportement dans les services de santé, ou aussi comme chercheur, chercheuse, y compris au niveau master. Hein. On a des étudiants qui sont aujourd'hui chercheurs ou chercheuses juniors à Force, par exemple, et qui travaillent sur des enquêtes liées à la santé. Mais après, vous pouvez aussi vous spécialiser après la maîtrise. Alors, tous les masses sont accessibles avec le plan d'études. Évidemment, il y en a un qui est plus pertinent par rapport à la formation de psychologie de la santé, c'est le MAS psychologie de la santé, parce que psychologue de la santé, c'est une des 5 spécialités reconnues au niveau fédéral par la LPSI, quoi. Donc, il existe un MAS qui est fait en partie aussi par l'Université de Genève, et qui vous permet d'acquérir le titre de spécialiste en psychologie de la santé au sens de la LPSI.
Marina. Donc, quelques exemples de thèmes de recherche réalisés dans l'orientation fondamentale, mais que vous pouvez faire en lien avec les thématiques santé. Donc, les membres de l'orientation appliquée, qui vont plus travailler sur le plan d'études psycho de la santé, proposent des mémoires, des sujets de mémoire en social ou en affective notamment, mais ça peut être aussi en développemental et en cognitive, pas de problème, qui sont en lien avec votre formation. Donc, voilà, je ne vais pas tous les nommer ici, ce sont quelques exemples. Et puis, pareil, la diapo suivante vous donne quelques exemples de lieux de stage. Vous pouvez faire votre stage. On a des places de stage à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, au HUG, au service d'informatique médicale, groupe SIDA Genève, par exemple, hein, tout ce qui est prévention des troubles alimentaires ou promotion des bonnes conduites alimentaires peut se faire aussi, par exemple à ABA, prévention du tabagisme, CIPRE Genève, enfin, qui s'appelle Carrefour Addiction. On a parfois des stages à l'OMS. Alors, évidemment, vous savez que c'est très compliqué à décrocher, mais enfin, ça nous est déjà arrivé 2 ou 3 fois de pouvoir placer des stagiaires à l'OMS ou à l'État de Genève. Enfin, voilà, ce sont quelques exemples parce qu'en fait, les lieux de stage dans le domaine de la santé sont assez ouverts. Donc, on peut trouver quand même des stages dans des milieux très, très variés. Voilà, donc je reste là de toute façon jusqu'à la fin pour répondre à vos questions si vous en avez. Et puis aussi, je réponds sur le chat si jamais vous avez des questions directement liées au plan d'études. Et je vous donne rendez-vous dans pas longtemps puisque je présenterai ensuite le plan d'études en appliqué. OK, donc. Merci bien. Je vais passer la parole à Tobias Broch qui va vous présenter le plan d'études psychologie du développement durable. Je n'ai pas vu si Tobias est là. Oui, je très bien. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. C'est pas grave. Donc, bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Tobias Broch, je suis professeur en psychologie du développement durable et aussi responsable pour le plan d'études du même nom. Qu'on vous présente donc, dans un monde où les changements climatiques sont devenus un des défis les plus importants pour l'humanité et le développement d'un style de vie plus durable aussi une des tâches les plus importantes et les plus urgentes. Et la psychologie du développement durable essaie à aider à cette transition en examinant les facteurs qui déterminent le comportement humain, donc la consommation, la prise de décision, le comportement général, qui a un impact sur notre écosystème, soit positif, soit négatif, et donc aussi sur le bien-être de nous et des futures générations. Tu avances, Marina, s'il te plaît? Donc, l'objectif de cette formation, de ce plan d'études, c'est donc, comme vous le voyez sur l'écran, de vous fournir une formation professionnalisante dans ce domaine-là, dans le domaine de la psychologie du développement durable ou la psychologie de l'environnement, comme c'est encore appelé par le APA. Donc, on essaie d'appliquer les connaissances psychologiques qu'on a pour améliorer les interactions entre les humains et leur environnement. Marina, tu avances, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre si vous choisissez ce plan d'études? Donc, vous allez apprendre certaines compétences clés au niveau théorique et méthodologique et vous allez les appliquer. Donc, vous allez acquérir des connaissances nécessaires à la compréhension de la dimension humaine du développement durable. Donc, vous allez apprendre à connaître, à identifier, à analyser les différents déterminants du comportement individuel qui sont liés au développement durable, donc comme des facteurs comme des valeurs, des émotions, des normes sociales, des croyances, des biais cognitifs, et tout ça, comment ça impacte nos choix, notre comportement, notre prise de décision. Au-delà de ça, vous allez aussi acquérir l'expertise pour développer des stratégies interventionnelles pour changer le comportement, donc promouvoir les comportements qui sont durables. Donc, on va vous fournir toute une boîte à outils, on va vous présenter différentes stratégies interventionnelles qu'on peut utiliser pour influencer le comportement, donc des stratégies de persuasion et d'information, donc la communication, des stratégies motivationnelles, donc comment on utilise des incitations pour promouvoir certains comportements, et aussi les stratégies, les techniques de nudging, donc les behavioral insights qui sont devenus assez connus ces dernières années. Merci. Donc,
un peu plus concrètement, ici, vous voyez un peu plus de détails concernant ces 3 piliers. Donc, vous allez apprendre les théories du comportement humain, évidemment avec un focus vraiment sur le comportement visible, la prise de décision, le comportement qu'on veut influencer. Donc là, vous voyez une liste avec des enseignements qui font partie de ce plan d'études. Donc vous avez la psychologie de l'environnement, la consommation, psychologie des organisations, affect, prise de décision, autorégulation, les attitudes, la persuasion. Donc tout ça, plutôt des fondements théoriques. Après, dans un deuxième pilier, on va vous fournir des connaissances théoriques et méthodologiques concernant de comment changer le comportement, donc quelles sont les différentes stratégies. Il y aura des cours, un cours global sur la méthodologie de l'intervention, mais aussi des cours spécifiques aux questions, aux défis dans le contexte du développement durable. Donc, on va vous enseigner tous ces outils et ces stratégies que vous pouvez utiliser. Et après, dans la troisième étape, troisième pilier, et ça, en fait, c'est un élément qui est souvent très apprécié, pas seulement par les étudiants, mais aussi par les enseignants. Vous allez appliquer ces connaissances. Donc, pendant ce plan d'études, vous allez développer, implémenter et évaluer une intervention comportementale qui vise à promouvoir le comportement durable. Donc ça, vous voyez dans cette liste, il y a les TP, les travaux pratiques. Donc, vous en avez 2. Vous allez identifier une problématique sociétale. Regardez dans votre boîte à outils, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce comportement, planifier, implémenter et aussi évaluer cette intervention. Vous voyez, vous avez un cours aussi sur l'évaluation des interventions comportementales. Donc ça aussi, c'est une compétence professionnalisante très importante. Et vous allez aussi faire un stage psychologie du développement durable où vous allez aussi travailler dans le terrain dans cette problématique. Marina? Si. Ah oui. Donc ici, en rouge, vous voyez, ça c'est en fait, ça c'est le module fermé. Donc ces 4 cours, vous pouvez les prendre seulement si vous choisissez ce plan d'études. Les autres cours sont aussi ouverts. Donc le module fermé, c'est 24 crédits. Parmi les autres cours que vous voyez sur les listes, vous allez choisir encore 27. Et puis, vous voyez dans cette petite boîte module à choix, vous allez aussi choisir une orientation fondamentale, donc sociale ou affective ou cognitive, selon vos intérêts. Si des cours méthodologiques, vous allez faire un mémoire dans votre orientation fondamentale. Et puis, vous pouvez encore choisir quelques cours libres. Merci. Oui, par rapport aux perspectives professionnelles, je vous ai listé quelques domaines dans lesquels vous pouvez trouver un travail. Une chose qu'on doit dire, c'est donc ça, c'est un nouveau plan d'études. Donc, on va le proposer pour la première fois en septembre, donc tout nouveau. Et il n'y en a pas beaucoup en Europe. Donc, il n'y a pas beaucoup d'universités où on peut choisir cette formation, donc de faire une maîtrise en psychologie avec une focalisation sur le développement durable. Donc, il y a encore un aux Pays-Bas et un autre en Angleterre. Et ici, à Genève, ce sera le 3e. Donc, après vos études, le marché du travail vous attendra avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'évidemment, c'est une problématique très importante et on a besoin des gens qui connaissent, qui comprennent ces méthodes pour promouvoir le comportement durable. Donc là, vous avez une liste experts conseils en développement durable, vous pouvez travailler la communication, vous pouvez vous focaliser sur la conception et l'évaluation de ces interventions comportementales, conseils en matière de politique, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de politiques publiques qui devraient prendre en compte l'aspect humain, l'aspect psychologique, qui ne le font pas encore assez, mais vous pouvez pousser les décideurs à le faire un peu plus. Vous pouvez travailler comme spécialiste de comportement dans des organisations, des ONG ou des entreprises, le marketing, pourquoi pas, et la recherche. Évidemment, c'est aussi un champ où il se font plein de recherches de pointe. Marina? Merci. Donc là, j'ai juste mis un petit exemple d'un étudiant qui, déjà, pendant ses études ici, s'est
vraiment intéressé à toutes les questions liées au développement durable. Et après son master, il a consommé en tant que chargé de projet aux SIG, donc Service industriel de Genève, où il a géré le programme ECO 21, donc un programme pour promouvoir le comportement durable, donc les réductions de consommation d'énergie chez les clients, chez les consommateurs. Merci. Ici, pour conclure, encore quelques exemples de thèmes de recherche que vous pouvez aborder pour votre mémoire. Ça, c'est tous des thèmes qui se font en ce moment-là au sein de notre équipe. Donc, il y a des recherches sur le lien entre idéologie politique et la perception du changement climatique. Donc, comment est-ce que c'est possible que les républicains, Trump, disent que non, le changement climatique, ça n'existe pas et ce n'est pas un grand problème, tandis que les démocrates ont plutôt tendance à dire oui, en fait, c'est quelque chose de grave et on doit y agir. On a des études sur les émotions qui sont liées au changement climatique. Donc, quelles sont les émotions qu'on ressent quand on y pense et quel est l'impact sur notre comportement, les actions qu'on est prêt à prendre. On fait des études avec des approches big data, donc on mesure le lien entre les valeurs, les événements météorologiques et les croyances et cognitions concernant le changement climatique à travers l'Europe. On a aussi des projets qui sont déjà plus direction intervention, donc on essaie de changer le comportement. Donc on a une étudiante qui essaie de changer le comportement du consommateur, donc qui veut pousser des choix plus verts, plus durables, en se focalisant sur le statut social. On est en train de créer une simulation en réalité virtuelle de Genève en 2080 pour donner aux participants l'opportunité de vraiment faire l'expérience de ce que ça veut dire pour eux, le changement climatique ici à Genève, parce que normalement, on le voit en forme de statistiques, mais dans cette simulation, on peut vraiment faire l'expérience. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est toute une gamme de différentes questions qui sont des questions plutôt fondamentales, mais qui sont quand même fortement liées avec les grandes questions qui nous intéressent. Est-ce qu'il y a encore une slide? Non. OK, donc alors, j'arrive au bout. Donc, comme je dis, c'est un nouveau plan d'études et j'espère que ça vous intéresse comme perspective professionnelle et j'espère de vous revoir en septembre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tobias. Et la parole revient à Olivier, qui a été très actif sur le chat aussi, mais je ne sais pas si tu as réalisé que c'est à toi à nouveau. Oui. Pour le plan d'études psychologie appliquée. Je répondrai au chat après. J'essaie de jongler. Bien oui, donc me revoilà pour présenter le plan d'études en psychologie appliquée. Pour l'introduire aussi, j'aurais quand même rappelé, parce qu'il y a des questions dans le chat qui laissent penser que ce n'est pas toujours très clair, qu'il y a un master en psychologie avec différents plans d'études. Hein. Donc on ne peut pas dire que vous faites un master en psychologie appliquée ou un master en psychologie clinique ou un master en psychologie de la santé. Vous faites un master en psychologie, donc tout le monde aura le même master. Simplement, à l'intérieur de ça, vous aurez suivi un plan d'études appliqué, un plan d'études santé, un plan d'études développement durable, etc. Donc, ce n'est pas une nuance sémantique, hein, c'est qu'au niveau de la LPSI, il n'y a pas de distinction au niveau des masters. C'est qu'après, au niveau post-master, que ces distinctions peuvent apparaître. Quoi. Donc, je continue donc en présentant le plan d'études en psychologie appliquée. Alors qu'on a laissé volontairement ouvert, hein, donc il y a des plans d'études qui sont très professionnalisants dans un domaine dans le master, clinique, développement durable, santé, etc. Et puis, bon, on a quand même gardé une formation un peu généraliste appliquée qui vous permettra si vous choisissez d'autres domaines, de quand même acquérir cette compétence appliquée et puis d'essayer de vous insérer dans un autre domaine que ceux qui sont présentés dans les autres plans d'études. Donc, si vous voulez, le plan d'études appliqué, vous pouvez le concevoir un peu comme la carte dans un restaurant. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment choisir à la carte les plats qui vous intéressent et puis composer vous-même votre menu. Donc, l'orientation est vraiment générale, hein, c'est-à-dire qu'on va vous former au principe d'application commun à tous ces domaines, éducation, sociale, organisationnelle, psychogérontologie. Mais voilà, par contre, ça sera à vous ensuite de vous spécialiser dans ce domaine en ayant acquis ces bases. Quoi. Donc, les compétences clés, donc c'est déjà l'acquisition des connaissances théoriques et méthodologiques
qui vous permettront de décoder finalement n'importe quel problème où le facteur humain est engagé, parce que finalement, souvent, on retrouve les mêmes problèmes, que ce soit dans le domaine social, organisationnel, etc. Donc, vous aurez les connaissances théoriques et méthodologiques pour analyser ce type de situation. Et évidemment, pour connaître les déterminants individuels et sociaux des comportements. Et puis, vous aurez l'occasion aussi de vous valoriser avec les champs d'application de la psychologie à travers des séminaires comme champ d'application, par exemple. Marina? Donc, vous voyez que quand je vous parlais de cartes, je n'ai pas menti, hein, puisque vous avez dans l'esprit du plan d'études appliqué, c'est de vous laisser vous-même composer un peu votre plan d'études et les thèmes que vous allez choisir. Donc, vous aurez une grande liste de cours qui sont tous orientés avec un côté appliqué, disons, et vous pourrez choisir, composer à l'intérieur de ça ce qui vous intéresse plus particulièrement, donc, notamment si vous voulez vous orienter vers les domaines du social, par exemple, vous avez psychologie sociale du genre, les domaines de la gérontopsychologie, etc., etc. Les perspectives professionnelles, eh ben, vous avez un master en psychologie avec une formation tout orientée vers l'application. Donc, vous êtes assez polyvalent finalement pour travailler sur des postes assez variés à partir du moment où on vous demande justement, ce poste demande des compétences pour l'analyse des facteurs humains, l'analyse des déterminants des comportements, voilà, où il y a une dimension comportementale, cognitive ou affective dans le problème qui vous est posé. Par exemple, chargé de projet sur des problématiques sociales ou organisationnelles, hein. Donc, par exemple, c'est une orientation qui va très bien, un plan d'études pardon, qui va très bien si vous voulez travailler sur des problématiques comme l'égalité, par exemple, dans les entreprises ou dans la société en général. Voilà, donc de même, je répondrai à vos questions à la fin de la présentation et j'essaie de continuer à suivre sur le chat. Très bien, merci beaucoup Olivier. Il y a toute une série de questions qui sont en train de tomber dans le chat. Il y en a certains, je pense, auxquels on va répondre à la fin, hein, donc, parce que ça fait plus de sens. Donc, s'il vous plaît, merci de patienter jusqu'à la fin pour la réponse à certaines des questions dans le chat. D'autres sont suivies au fur et à mesure. Très bien, je vais maintenant passer la parole à Nicolas Favet et Maud Schneider pour vous présenter le plan d'études psychologie clinique intégrative. Et merci à Olivier de Richard d'avoir clarifié qu'en fait, il s'agit d'une seule maîtrise. C'est une maîtrise en psychologie dans laquelle vous allez choisir un plan d'études. Mais à la fin, tout le monde sort avec une maîtrise en psychologie. Effectivement, merci de l'avoir précisé. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, la psychologie clinique, le plan d'études en psychologie clinique intégrative, l'objectif global, c'est de fournir une formation dans le domaine de l'évaluation et de l'intervention en psychologie clinique. La psychologie clinique, c'est un terme assez large, en fait, qui peut être compris à plusieurs niveaux. C'est une des spécialités de la LPSI. On peut devenir spécialiste en psychologie clinique, mais c'est également un terme qu'on emploie de façon plus globale pour désigner finalement toutes les spécialités de la psychologie qui s'occupent du soin psychique. Je vous ai mis ici la définition de la psychologie clinique qui est proposée par l'APA. La psychologie clinique est la spécialité psychologique qui fournit des soins de santé dans le domaine mental et comportemental pour les individus et pour les familles. Donc, vous verrez que c'est quelque chose qui aboutit à un certain nombre de domaines de pratique différents. La philosophie générale de notre plan d'études, c'est d'abord un enseignement qui se fait dans une perspective intégrative, comme son nom l'indique. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, qui ont suivi des cours avec moi, ça ne vous étonnera pas qu'on soit dans cette perspective, c'est-à-dire que l'idée est vraiment de vous enseigner des modèles et des techniques qui sont transversales au modèle classique. Donc, on ne fait pas une formation en psychanalyse, en TCC, en systémique, mais on essaie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus global et qui vous permet d'utiliser après des outils qui viennent des différentes écoles. Par contre, ce qui est alors, je dirais, un dénominateur commun de l'ensemble des modèles qu'on vous propose, c'est que ce sont des approches empiriquement fondées et mises à l'épreuve. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui est un aspect très important de la formation clinique
chez nous, et qui, justement, par rapport aussi aux questions qui ont été posées sur la combinaison entre recherche et clinique, qui fait que, en fait, on fait de la recherche aussi quand on fait de la clinique. Et la formation qu'on essaye de vous donner, c'est une formation de scientifique praticien, c'est-à-dire d'être à la fois outillé pour travailler sur le terrain clinique et en même temps, pour, grâce à la formation à la recherche, savoir éprouver, mettre à l'épreuve les différentes techniques qui sont utilisées. Alors ça, bien sûr, ça concerne l'ensemble de la formation, avec la méthodologie, les aspects cliniques, etc. On met aussi un accent important sur le contexte clinique. Donc, une partie de l'enseignement, évidemment, porte sur les outils, sur le diagnostic, sur la façon d'intervenir en fonction de certains troubles, mais bien sûr également en tenant compte du contexte général, le client, la cliente, dans quel contexte de vie d'abord la personne évolue, c'est-à-dire quel est le sens, par exemple, des symptômes par rapport à sa trajectoire de vie, et puis également le contexte dans le sens du contexte clinique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on établit un setting thérapeutique, comment est-ce qu'on fait pour mettre les personnes à l'aise pour pouvoir travailler avec. Marina, merci. Le contenu de la formation donc, est structuré de manière suivante. Il y a d'abord un module de base théorique dans lequel on va vous proposer des éléments concernant le fonctionnement psychologique, l'étiologie des troubles, finalement, qu'est-ce qui fait qu'une psychopathologie se développe, et puis également, d'un point de vue théorique, des modèles et des techniques d'intervention, c'est-à-dire en fonction des différents types de problématiques, quels sont les différents modèles qui existent et qui montrent une efficacité dans l'intervention. Ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a des modules d'approfondissement. Il y a 4 modules possibles. Les modules d'approfondissement. Le premier qui est un module dénommé « Questions approfondies en psychologie clinique », dans lequel vous aurez à choix un ensemble de séminaires qui sont axés principalement sur la psychopathologie, sur les relations interpersonnelles, donc avec des groupes normalement un petit peu plus petits pour travailler de façon un peu plus approfondie ces outils d'intervention. Dans ce module d'approfondissement, il y a un stage qui est optionnel, donc qui n'est pas obligatoire. Donc c'est un module qui peut être avec un plus ou moins grand nombre de cours en fonction de ce que vous décidez de faire. Ensuite, il y a 3 autres modules qui, eux, sont des modules avec un accès restreint, dans lequel on prendra un nombre plus restreint d'étudiants, parce que ce sont des modules qui ont une dimension pratique et professionnalisante qui est un petit peu plus poussée, mais aussi qui vont demander aux personnes qui vont les prendre de se dévoiler un petit peu plus, dans le sens qu'il y aura beaucoup de jeux de rôle, il y aura des mises en situation, il y aura déjà une sensibilisation, je dirais, au terrain concret qui est un petit peu plus poussée que dans le module de questions approfondies en psychologie clinique. Donc, le premier, c'est savoir-faire en psychologie clinique. C'est un module qui va être centré sur le testing, sur la capacité à utiliser le raisonnement clinique, comment construire une analyse de cas quand on a affaire à une personne, comment est-ce qu'on peut reconstruire finalement son parcours, comment est-ce qu'on mène des entretiens. Alors, les entretiens seront transversaux aux 3 modules fermés, et également dans le module de savoir-faire en psychologie clinique, vous aurez des éléments de supervision, le stage étant obligatoire. Dans ce module, vous aurez un endroit pour pouvoir partager votre expérience sur le terrain de stage et puis pouvoir discuter des situations que vous rencontrez, donc ce qui se relève de ce qu'on appelle la supervision. Deuxième module fermé, c'est les questions approfondies en neuropsychologie clinique. Donc, ça, c'est un module qui est centré vraiment spécifiquement sur la neuropsychologie, dans lequel vous aurez également un stage obligatoire. Et ça, ce qui est un module, puisqu'il y a eu plusieurs questions sur les MAS, qui est un module qui est vraiment aligné sur le MAS qui suivra sur la neuropsychologie. Troisième module fermé, les approches psychoéducatives et situations de handicap.
qui est un module donc à accès restreint, avec là des séminaires axés sur différentes situations de handicap. Et je vais peut-être là passer la parole à ma collègue Maud Schneider pour qu'elle vous donne un peu plus de détails sur ce module. Oui, bonjour à tous. Je suis en fait l'actuelle responsable du plan d'études APECH, de son petit acronyme, donc approche psychoéducative et situation de handicap. Donc pour ceux qui connaissent les plans d'études actuels, en fait, le plan d'études APECH est un plan d'études à part. Et dans cette nouvelle version des plans d'études, il sera en fait un module à l'intérieur de la psychologie clinique intégrative. Pour autant, en fait, les fondamentaux, je dirais, de ce qui caractérise ce plan d'études restent et la logique reste la même, c'est-à-dire que c'est un module dans lequel il y a des cours qui sont vraiment centrés autour de la thématique des situations de handicap, donc autour de la thématique des syndromes génétiques, des troubles neurodéveloppementaux, de l'autisme, des déficiences sensorielles, donc visuelles, auditives, avec vraiment des approfondissements sur les techniques d'évaluation et d'accompagnement ou d'intervention dans ces différentes populations, avec un stage qui est également à réaliser dans une institution ou dans un lieu qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc la logique, elle reste vraiment la même. Et l'autre spécificité, je dirais, de ce module, c'est qu'il a, je dirais, une valence un petit peu plus intégrée avec la section de sciences de l'éducation, dans le sens où il y a plusieurs cours en fait, qui sont mutualisés entre les étudiants de psychologie et les étudiants de sciences de l'éducation, et certains cours qui doivent être pris en section de sciences de l'éducation, donc comme des approfondissements aussi autour de la thématique du handicap, mais avec une vision plus autour des perspectives éducatives. Donc, c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce module. Voilà, merci. Alors, l'ensemble des cours, et notamment dans le module de base aussi, sont organisés autour de 4 axes qui traversent finalement l'ensemble des modules. C'est la psychopathologie, la neuropsychologie. Donc, vous pouvez avoir une sensibilisation à la neuropsychologie, même si vous ne faites pas le module, les questions approfondies en neuropsychologie clinique, les relations interpersonnelles, et puis les approches psychoéducatives et situations de handicap, pour lesquelles, comme vient de le dire Maud, il y a certains cours qui sont mutualisés avec les SSED. Marina, merci. Les compétences acquises et les particularités pour lesquelles on essaye de vous former, c'est la capacité à aborder la réalité clinique dans toute sa complexité, c'est-à-dire qu'il doit être analysé sous différents angles. Donc on sait que maintenant, et c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, je dirais, sur le terrain clinique, c'est que les approches les plus efficaces sont les approches justement dites intégratives, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'utiliser différents points de vue, de composer avec des outils qui viennent de différents domaines pour réussir à décrire une situation et à trouver les pistes d'intervention qui sont les plus efficaces. On essaie aussi de vous amener à pouvoir poser des diagnostics différentiels dans l'évaluation. Ça, c'est un aspect qui est absolument fondamental. C'est de savoir distinguer finalement ce qui relève de quoi. Alors, j'ai mis ici 2 petits exemples qui sont assez emblématiques. Par exemple, si vous avez affaire à quelqu'un qui souffre de dépression et qui par ailleurs est en conflit dans son couple, eh bien de savoir finalement dans le diagnostic que vous allez poser, est-ce qu'il y a un problème relationnel qui a commencé et qui a débouché sur la dépression d'un des partenaires, voire des 2 partenaires du couple, ou est-ce que c'est l'inverse, est-ce que c'est quelqu'un qui souffre de dépression et puis en fonction des comportements, ma foi, qui sont des fois montrés par des personnes qui souffrent de dépression, ça ensuite endommage la relation de couple. Et finalement, ce type d'évaluation est absolument fondamental pour savoir vers quelle piste d'intervention on va se diriger en premier. Ça n'empêche pas après de travailler à la fois sur la dépression et sur le couple, mais on va peut-être mettre l'accent de façon différente selon ce qu'on aura pu détecter, disons, dans le lien entre les deux. L'autre exemple, c'est un exemple classique qui n'est plus tellement valable maintenant, mais c'est le fait que, eh bien, pendant longtemps, mais enfin, il y a longtemps,
Par exemple, on confondait des enfants qui souffraient de troubles autistiques avec des enfants qui souffraient de déficits sensoriels et notamment de troubles de l'audition. Donc, maintenant, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins parce qu'on a qu'on voit moins parce que les troubles de l'audition sont dépistés de façon systématique après la naissance, mais ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Et puis, il y a eu des cas, il y a des cas qui ont fait un certain bruit dans lesquels des enfants sourds ont été pris pour des enfants autistes, par exemple. Donc, l'idée, c'est un peu de se dire, face à une situation dans laquelle on a des patients et des patientes qui présentent une symptomatologie qui peut se ressembler, parce que c'est souvent le cas dans les troubles psychopathologiques. On a souvent des symptômes qui sont non spécifiques, c'est-à-dire qu'on sait a priori pas forcément tout de suite à quoi on a affaire. Il faut pouvoir reconstruire le fil de cette symptomatologie pour réussir à poser un diagnostic différentiel. Et donc ensuite, savoir faire des indications adéquates, c'est-à-dire l'orientation thérapeutique, finalement se dire, est-ce que c'est moi qui suis la personne adéquate dans telle situation, ou en fonction de l'analyse que je viens de faire, eh bien, je vais peut-être orienter la personne vers quelqu'un d'autre qui va proposer un autre type de traitement. Et puis, donc, encore une fois, en termes intégratifs, la possibilité d'avoir des interventions combinées. Les perspectives professionnelles, donc, une fois que vous avez fait la maîtrise, eh bien, vous pouvez travailler comme psychologue non spécialiste ou alors prendre le chemin de faire une formation accréditée. Les MAS donc, font partie de ces formations accréditées qui vous permettent de devenir psychologue spécialiste au sens de la LPSI. Et là, le plan d'études cliniques vous prépare tout particulièrement au MAS en psychologie clinique, au MAS en psychothérapie, en neuropsychologie, et puis aussi au MAS, enfin d'ailleurs il n'y a pas de MAS qui existe, mais en formation à la spécialisation de psychologue de l'enfant et de l'adolescent, il n'y a pas encore de MAS qui existe dans ce domaine-là, mais on espère que ça va finir par voir le jour. Marina, juste un petit coup de... Voilà, merci. Voilà quelques exemples de débouchés dans ce domaine, thérapeute de famille avec adolescents consommateurs de substances, psychologue en milieu scolaire, évaluation des troubles cognitifs dans une consultation mémoire, etc. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée. Marina, merci. Pour terminer, quelques exemples de thèmes de recherche. La recherche pour les étudiants qui seront dans les modules à accès restreint, donc les 3 modules à accès restreint, la recherche sera faite avec l'équipe clinique. Pour ceux qui seront dans le module ouvert, les questions approfondies en psychologie clinique, la recherche sera faite dans l'orientation fondamentale qui complète l'orientation clinique. Voilà quelques thèmes de recherche qu'on développe dans l'équipe clinique. Vagabondage mental à l'adolescence et à l'âge adulte. Express emotion comme indice de détresse relationnelle et prédicteur de souffrance psychologique dans les couples qui font face au cancer du sein de la femme. Fréquence et participation familiale corrélées à l'efficacité des thérapies d'adolescents présentant une addiction. Images intrusives et symptômes obsessionnels compulsifs chez des personnes ayant vécu des événements traumatiques. Et caractériser le fonctionnement social dans la vie quotidienne chez les adolescents et les jeunes adultes avec un trouble du spectre autistique. Si vous avez fait votre bachelor ici, je vous laisse deviner quel enseignant est caché derrière chacun de ces thèmes. Je pense que ce ne sera pas très difficile à deviner. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci bien pour ces présentations détaillées des différents plans d'études. J'ai observé une question assez récurrente dans le chat et merci Olivier d'avoir répondu qu'il y aura une slide effectivement à ce sujet. C'est l'accès aux formations postgrad, donc au MAS ou MAS, après la maîtrise en psychologie. Et donc, juste pour vous rappeler, c'était effectivement déjà explicité dans une slide présentée par Nicolas Favet pour la psychologie clinique, les MAS vont permettre d'accéder au titre de spécialiste en quelque chose au sens de la LPSI. Donc, spécialiste en psychologie clinique, en neuropsychologie, en psychothérapie, en psychologie de la santé. Alors, pour accéder à ces différents MAS, il faut évidemment une maîtrise en psychologie, en plus de certains autres critères qui sont explicités sur cette slide. Il faut avoir, pour le MAS en psychologie clinique, 30 crédits en psychologie clinique et psychopathologie. Pour accéder au MAS en neuropsychologie, il faut 18 crédits spécifiques dans le domaine de la neuropsychologie.
enfants ou adultes. Et pour le MAS, en psychothérapie, il faut 12 crédits en psychologie clinique et psychopathologie. Et enfin, pour le MAS en psychologie de la santé, il faut le master en psychologie suffit largement. Je ne sais pas si quelqu'un, peut-être Nicolas veut ou Pascal, expliciter davantage le fait que quel que soit le plan d'études qui est choisi, il y a toujours la possibilité de remplir, en tout cas, ces critères pour l'accès aux masses, aux différents masses. Nicolas, tu veux préciser cela? Oui, en effet. Alors, il faut faire effectivement à ce moment-là attention en fonction des prérequis aux cours qui sont choisis. Mais effectivement, qu'il y a des possibilités, alors même s'il y a certaines pistes qui sont plus privilégiées, ça ne ferme pas la piste aux personnes qui auront pris un autre plan d'études, à condition d'avoir veillé à prendre les cours qui font prérequis. Oui, donc c'est vrai que c'est un élément sur lequel il faut faire attention, mais le choix est toujours possible en sélectionnant bien ces cours parmi les options, par exemple, selon dans quel plan d'études on est. Et je repasse la parole à Olivier de Richard pour les dernières slides sur les perspectives professionnelles. Il faut réactiver ton micro, Olivier. Excusez-moi. Oui, très rapidement, pour vous donner des éléments sur les débouchés. Donc, on a déjà évoqué des domaines d'insertion professionnelle. Là, sur ces 3 diapos, c'est juste pour vous montrer plus concrètement comment vous pouvez imaginer vous insérer professionnellement après le master. Donc, c'est des informations qui sont liées aux enquêtes, résultats d'enquêtes qu'on mène régulièrement dans la section de suivi de nos étudiants, nos diplômés de master. Donc, il y en a eu 2, une en 2011, une en 2015. Donc, là, il s'agirait de refaire une vague bientôt là, pour pouvoir un peu mettre à jour. Mais bon, il n'y a pas tellement d'évolution d'une vague à l'autre, en fait. Donc, en termes d'insertion professionnelle, donc la question qui se pose souvent, c'est est-ce que je peux travailler avec mon master ou est-ce que je dois faire des formations complémentaires, des formations post-grade, etc. Alors, évidemment, vous pouvez faire des formations complémentaires, des formations post-grade, si ça correspond à votre projet professionnel. Mais il ne faut pas vous imaginer que ça va être une nécessité, hein, que ça va être un passage obligé. Les résultats de l'enquête montrent qu'avec le master, donc 6 mois après, par exemple, ici, dans ce résultat-là, il y avait 68, enfin 69% en arrondissant, des diplômés qui étaient en emploi, quoi. Donc, il y en avait qui avaient choisi de faire des formations, 21,6, qui étaient en stage, et puis il y en avait 24,3 qui étaient en recherche d'emploi, quoi. Donc, grosso modo, 3/4 qui étaient de toute façon déjà insérés professionnellement, et puis un quart qui était toujours en train de chercher alors, soit un poste complémentaire, soit effectivement un premier emploi. Marina? Voilà les domaines, les postes qui peuvent être, qui étaient listés par les personnes qui ont répondu aux enquêtes, donc une majorité de psychologues, ce qui est assez logique. Alors, c'était on demandait dans cette enquête de rapporter la profession des personnes telle qu'elle était mentionnée sur leur contrat de travail. Donc, ce n'est pas l'interprétation que les personnes en faisaient, c'était le libellé de leur métier sur le contrat de travail. Donc, la grande catégorie psychologue, donc évidemment, psychologue assistant, psychologue junior, psychologue scolaire, donc tout mis dans la même catégorie psychologue, c'est 40%. Beaucoup de personnes, 22%, continuent sur des postes de recherche, donc notamment à Testana. Et puis voilà, ça se distribue ensuite dans les ressources humaines, éducateurs, éducatrices, enseignantes, postdoctorants, parce que dans l'enquête, il y a déjà des personnes qui avaient fini leur thèse et puis qui étaient ensuite après la thèse. Autre métier lié à la psycho, et puis autre métier qui n'était pas forcément lié à la psycho, mais qui n'était pas directement des postes de psychologue, mais qui nécessitaient des compétences en psychologie, comme je vous disais, responsable de programme, chargé de projet, chercheur, chargé de communication, etc. Marina, la dernière diapo, donc ça c'est pour vous donner un peu les domaines aussi dans lesquels nos diplômés avaient du travail. Donc, les domaines d'emploi mentionnés au moins une fois par plus de 10% des diplômés, donc clinique, adultes, adolescents et enfants, neuropsychologie, santé, recherche, éducation, prévention. Dans d'autres domaines qui étaient moins mentionnés, mais qui étaient quand même mentionnés par au moins une fois,
l'orientation, la communication, l'information, la gérontologie. Et puis, il y a des nouveaux domaines aussi qui, de toute façon, ne pouvaient pas être présents dans les enquêtes parce que c'est des thèmes qui sont apparus après dans nos formations. Mais donc, on espère, on sait déjà qu'il y a déjà des personnes qui se placent dans ces domaines-là. Donc, évidemment, le développement durable, la question des inégalités ou alors la méthodologie de l'enquête ou la méthodologie de la recherche au sens large. Donc, on est arrivé au bout de la présentation. Vous avez encore la slide pour les informations pratiques qui concernent le contact avec la conseillère aux études, Madame Pascale Pache-Provini, qui est là parmi nous aussi aujourd'hui, et ses heures de permanence sur rendez-vous. Et on va passer à un moment de questions.